29 janvier 2018, au séminaire du lundi, où je vais poursuivre à parler à la façon de Lacan et sur la façon de Lacan des divers modes de l'autre, deux en particulier. Auparavant, j'ai un certain retard de réponse aux questions de Florence Ferbaud, donc je vais reprendre ce retard. Donc du 21 décembre, c'est un vrai retard, non, un mois. Pouvez-vous m'éclairer sur ces trois questions? La figuration du schématisme boroprojectif est-elle une forme topologique? Une forme, oui, une figuration, oui. Une figuration est une forme, je ne sais pas ce que veut dire une forme topologique. Une variété topologique, ce n'est pas une variété topologique. La variété topologique, c'est un plan projectif donné dans un schématisme qui tient compte donc de l'aspect projectif du plan projectif et des liens templétiques qui peuvent être donnés comme borroméens. C'est d'ailleurs qu'initialement, c'est pourquoi ça s'appelle boroprojectif. Ce que maintenant, pour éviter toute confusion, j'appelle des pas de doigts, étaient donnés comme des triscales, en particulier par Pierre Roth, et donc il avait organisé des modes de raccordement variables, ça peut se défaire, ça peut se nouer, de ces deux triscales sur un mode borroméen, donc qui assurait le templé. C'est pour ça que j'avais appelé ce plan projectif boroprojectif, parce que l'organisation du vide de sa coupure était en particulier borroméenne du fait de cette interprétation des pas de doigts. Des pas de doigts rendant compte, hein, je rappelle, des schémas modaux. Mais vous mettez plutôt du sphérique Et non, mais ça, pas de doigts. oui, ça n'empêche pas. Ça, c'est pas plutôt, c'est sphérique en termes de projectif par rapport à ce qui est asphérique. Et ces deux parts sphériques soutiennent la sphéricité de la coupure, l'apostrophe asphéricité de la coupure, dans la conjonction, dans la mise en continuité des éléments de triskel raccordables les uns aux autres. Ensuite, ça dépend du type de raccordement. C'est Jean-Michel Mac a fait des travaux là-dessus qui ont été diffusés. Hein. Ça fait 2 ans, 3 ans. Alors, ce que vous appelez une forme topologique, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Parce que vous insistez après, une forme topologique est-elle vide? Non, une variété topologique. Une variété. Non, c'est pas forcément vide. Si vous prenez une boule sphérique pleine, une pâte à modeler, c'est pas vide. Moi, je préfère travailler avec des variétés qui mettent en jeu du vide, qui organisent le vide et qui sont organisées par le vide. C'est un choix. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours une thématique politique derrière. Le choix, il est politique, ça a des incidences à tous les niveaux. Dans les abords de l'économie subjective et des traitements psychanalytiques, comme dans l'abord de l'économie politique, mais sûrement de la physique aussi, à mon sens. Même si je ne suis pas assez fondé, c'est encore des choses qui ont été bachotées et qui demandent à être travaillées plus avant. Bon, et donc dans deux des schémas dont j'avais parlé pour des hyperboloïdes, la trompette et le diabolo, hein, donc en fait un diabolo c'est une double trompette, hein. Une trompette ça se donne comme ça, quoi. Et le diabolo il va se donner effectivement comme ça. Non, il va se donner, j'en fais l'inverse. Je suis en train de me tromper, j'en fais un inverse. Un diabolo, c'est comme ça. Ce sont des hyperboloïdes qui sont des variétés topologiques, oui. Mais parce que je ne sais pas quelle est la valeur de la topologie chez vous. Topologie, c'est un mode d'organisation
je dirais, d'une géométrie non métrique, et qui tient compte des invariants. Donc en termes d'ouvert et de fermé, les questions de vide et de plein se jouent. Et c'est surtout que moi, ce qui importe, même si Lacan ne l'a pas dit, c'est qu'une topologie met en jeu des voisinages sans tenir compte du tout de la proximité. Ça rejoint les questions d'intrication dans la physique quantique. Les trucs peuvent être intriqués, enfin, les corps physiques peuvent être intriqués, des corps célestes en particulier, à des milliards d'années-lumière de distance. Je pense que je dis en disant des milliards d'années-lumière. Donc là, c'est pareil avec le voisinage en topologie générale. Donc il s'agit de voir comment un truc joue sur un autre truc. Enfin, en topologie générale, on dit un point joue sur un autre point. Avec Lacan, puisque on fait des équivalents, pour moi, la traduction générale de la topologie, c'est en termes de signifiant, comment un signifiant opère sur un autre et dépend de cette opération pour s'en soutenir. Donc, il y a une topologie du signifiant, ça c'est sûr. Mais la topologie de Lacan, elle est orientée sur le vide aussi. Oui, oui. Enfin, il dit une phrase que je ne démonte pas trop, c'est que la sphère est la topologie des gens qui n'ont pas de topologie, un truc comme ça. Là, plus loin sphère. Donc voilà, donc il fait le choix de ne s'intéresser dans la topologie qu'à ce qui est extrasphérique. Asphérique. Je ne sais pas qui a inventé le terme d'asphérique. Lui, il l'utilise, moi à sa suite. Mais ça, ce qui nous importe, ce sont des théories de la coupure, mais les théories de la coupure existent aussi dans le sphérique. Donc, du 2 janvier maintenant, comment se fait-il que la bande de contournement, donc celle que je donnais comme diagonale, soit de structures différentes au pôle de la récursivité et au pôle de l'ontologie, puisqu'il s'agit de la même bande? Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose comme ça, dans ce cas-là, ça m'aurait échappé bêtement, mais ça n'est pas de structure différente. C'est un mode d'organisation asphérique, fondé de coupures particulières, et qui nous importe. C'est la coupure qui fonde la variété. Même Poincaré dit ça, en termes de dimension, il le dit. Mais d'une façon générale. La récursivité et l'ontologie sont identiques. Sous un certain angle d'abord, sont indiscernables, et sauf à ce qu'un discernement fasse passer la récursivité sous l'apparence, le joug, etc., de l'ontologie. Là, les termes sont bien différents, c'est facile d'en discuter, je dirais, dans leur différence. Et du coup, de discuter à partir de là, de ce en quoi cette différence peut amener du lien entre ces modalités différentes pour moi, de la signifiance. Ce que j'appelle ontologie, c'est une signifiance attenante à des objets, et donc une signifiance prédonnée comme le sont les objets. La récursivité implique qu'il n'y a rien de prédonné. Et que ce n'est que par après qu'une fonction est censée impliquer, que celle-ci se supporte de son conséquent pour s'en soutenir dans sa propre existence fonctionnelle. Donc, il n'y a pas de structure différente dans le contournement, et surtout dans... alors, le contournement, j'ai parlé de contournement. Parce que Umgehung, c'est un concept freudien. Donc j'avais fait un texte là-dessus qui reprenait les différents modes d'Umgehung dans Freud au fil et à mesure du développement de son œuvre, et ça touche des concepts différents. C'est un concept qui touche des concepts différents. L'intérêt, c'est aussi de dire que
que l'opposition qui pourrait se maintenir entre des termes différenciés ne se maintient pas. Ça n'est pas qu'ils soient exactement assimilés l'un à l'autre, c'est qu'ils sont simplement que leurs différences, on contourne leurs différences. Et que ce contournement va les identifier. Je considère, si on doit parler de surface de Boyle, que cette bande de Möbius à une seule demi-torsion vaudrait pour une bande de Möbius à 3 demi-torsions qui identifierait effectivement ces points, situerait aussi au niveau de ces points-là. Et bon, et en troisième lieu, ça c'est un autre type de contournement. En troisième lieu, l'identification, mais comme je ne sais pas le dessiner, je ne fais que des figures très fausses, qui peut-être impliquent des questions que les figures ne devraient pas induire. J'avais cru comprendre qu'aux deux extrémités, la compactification n'était pas tout à fait la même. C'est plus épars du côté ontologique et plus concentré du côté récursif. Ça, on va le voir à propos de l'autre. Non, c'est pas épars comme ça. Ce qui est épars du côté ontologique, c'est ce qui dépend d'une coupure qui fait barrage, et comme la fonction d'intention récursive de la signifiance n'est pas là pour lier ces éléments objectivés de l'ontologie, ils sont effectivement épars. Ce n'est pas l'ontologie seule, détachée de la récursivité, opposée à la récursivité, qui va les relier. Vous me dites, hein, s'il faut repréciser encore. Alors, est-ce... Oui. Je me demande si Florence fait allusion au fait que quand tu mettais seulement les 3 registres, tu parlais des facticités Oui, non, mais vers les extensions. C'est pas tout à fait le même schéma, mais ça revient à ça. C'est-à-dire qu'avant, je mettais un barrage comme ça, où on voyait bien que c'est une extension qui n'en finit pas. C'est là-dedans que je reconnais ce que Lacan fait du terme de facticité, qui trouve mon sens dans Heidegger, mais dont il fait quelque chose à sa façon. Il y a quelque chose de factice dans ces objets qui sont des exactions du symbolique dans le délire, de l'imaginaire dans le groupe, et du réel dans le camp d'extermination. Et dans la médecine nazie particulièrement, il permet peut-être, l'extermination étant si radicale, ne permet peut-être pas de voir exactement tous les enjeux de l'exaction. Donc, quand il n'y a plus cette fonctionnalité en intention pour raccorder ces objets épars, ils fonctionnent chacun dans leur coin. Mais évidemment, ça n'empêche pas un délire théorique de soutenir un groupe politique, délire théorique de Hitler qui soutient le groupe politique nazi, qui construit les camps de concentration et d'extermination. Il y a quand même du lien qui se fait, ou pour le coup, ontologiquement. Ontologiquement, parce qu'il y a la race pure aryenne, il y a les sous-hommes, etc. C'est ça l'ontologie, pour moi. Bon, c'est peut-être moins évident sur le schéma boroprojectif que sur le schéma quadrique lacanien, standard, revu à ma façon. Alors, est-ce du fait de sa structure möbienne, ou bien est-ce que le templé est une structure d'organisation du vide déformable en mouvement? Oui. Dans la topologie, on est toujours dans le déformable. Je n'insiste peut-être pas assez sur le mouvement, on est toujours dans une déformation à l'œuvre, c'est-à-dire dans du mouvement.
la fonction y opérant, tout est en mouvement, de manière fonctionnelle. Alors, mouvement, je ne sais pas si c'est tout à fait le terme à retenir, mais bon, Freud différenciant, c'est ce que j'ai dit dans le dernier bouquin, la motricité et la motilité, on peut dire qu'il y a une motilité fonctionnelle qui opère là, et que le sujet habitant son corps est bien dans cette motilité. Une motilité qui renvoie au symbolique d'une structure asphérique. Peut-être pas seulement meubienne. Parce qu'une bande de Möbius, il faut le voir comme ça, a quelques apories qui suffisent à ce que ce soit qualifié par Russell Poincaré, etc., de cercle vicieux. Donc une bande de Möbius. Si on fait une coupure à égale distance des bords, comme on dit, donc on obtient une bande bilatère représentée deux torsions dont les artefacts sont ces lignes de pliage. Ce ne sont que des artefacts, il n'y a rien de structural dans ce que j'ai noirci. Si on fait une coupure proche du bord de la bande, on obtient une double bande, enfin deux bandes qui sont enlacées, une bande de Möbius et une bande bilatère enlacée. Bon, une bande bilatère à deux demi-torsions. Donc une bande de Möbius avec une demi-torsion. Ce que je retiens comme intérêt de la bande de Möbius, c'est que la coupure élargie, qui correspond à cette bande de Möbius qui subsiste, donne la structure complète de la bande. C'est ce que dit Lacan, qui ne s'occupe pas du voisinage, et qui dit cette coupure égale la bande. Dans les Tourdis, il écrit comme ça. Égale la bande de Möbius. C'est déjà assez intéressant comme rapport de coupure les unes avec les autres. Ce que j'en retiens surtout, c'est que si la coupure vaut la bande, on peut recouper la coupure. Je peux continuer de couper. Donc j'ai une bande de Möbius unilatère que je vais couper. Et donc il va s'en dégager, Schwarz, dit Lacan, une bande à deux demi-torsions, c'est-à-dire une bande bilatère, mais la coupure elle-même va subsister, que je vais pouvoir recouper si je veux bien la recharner, disons, si je veux bien tenir compte de son voisinage, et donc je vais pouvoir la couper. Il y aura toujours du bilatère qui va s'en dégager, mais la coupure va se maintenir. La bande bilatère ne sera jamais la même, mais la coupure, c'est un vide avec un voisinage, auquel on adjoint son voisinage, pour pouvoir continuer de la couper. Enfin, on peut dire qu'on peut couper dans le vide si on veut, elle existe en elle-même. Pour moi, c'est du S1. Quand je dessine une concaténation signifiante, c'est que je suis en train de dessiner du S1 qui renvoie à du S1 qui renvoie à du S1, et à chaque fois, il y a du S2 qui s'y raccroche, qui s'y colle et qui choisit peut-être, en tant que s'y adjoint, chez Freud une représentation, je dirais chez Lacan une lettre. C'est la même chose. Une bande de Möbius, une paire ordonnée, cette organisation signifiante, c'est exactement la même chose. Ce sont des modes de représentation, au sens mathématique, représentation, de la structure. Donc je rappelle que la structure est inaccessible. On ne peut pas faire état de la structure. Toutes mes descriptions orales participent d'un mode de représentation. Tout ce que je dis, c'est déjà un mode de représentation. Ce que je dessine, c'est un autre mode de représentation. Ce que je, admettons, algébrise, si c'était le cas, ça sera un autre mode de représentation. Ce que je fais en tableau, etc. Je renvoie à l'article de Barbu sur le groupe de Klein. Et vraiment, ça montre bien qu'on peut inventer des modes de représentation qui, dans une fuite en avant, la structure restera inaccessible. À ce que dit Barbu, moi, qui fait des choix que je continue à dire politiques,
Je dis que la structure est inaccessible parce que ce n'est pas une structure ontologique faite de choses tangibles, ce ne sont pas des éléments qui définissent la structure, mais ce sont les rapports qui s'y jouent, c'est-à-dire des fonctions. La structure étant fonctionnelle, comme toute fonction en intention, elle est inaccessible. Il faut quand même se mettre ça en tête. Hein. Si vous voulez qu'on rejoue au petit jeu habituel là-dessus, pour ceux qui n'y seraient pas encore passés, on peut le faire. Mais Dans la grammaire, c'est le verbe qui précise quelle est la fonction. Donc un verbe, à mon avis, ne peut pas se définir. Bon. est-ce qu'on peut dire que l'inconscient et le conscient sont indiscernables? Donc c'est l'indiscernabilité qui est là, et qu'en fait votre schéma boroprojectif, c'est une façon de montrer comment on fait pour les rendre, pour que ce soit discernable et indiscernable en même temps. Et indiscernable en même temps. Mais non, ils sont discernables si je dessine comme ça, c'est-à-dire plus j'introduis de restrictions, d'insuffisance dans le schéma, plus les éléments sont discernables. Si je rappelle ce qu'il en est de l'identification des opposés, ça serait autre chose. Mais peut-être que je dessine le schéma boroprojectif en le calquant sur le schéma R de Lacan, et donc sur la valeur projective du schéma R de Lacan, tel que Lacan l'a commenté dans sa note des pages 553-554 des écrits. Si je le dessinais comme ça maintenant, en situant les choses peut-être comme ça, on pourrait dire que l'ontologie est incluse dans la möbianité, puisqu'il y a de toute façon, localement, dans une bande de Möbius, il y a forcément des choses sphériques et opposées. Localement, c'est sphérique une bande de Möbius. Il faut que ce soit globalement qu'elle soit sphérique. Donc la différence entre le sphérique et la sphérique, c'est la sphérique implique la différence entre ce que c'est comme la sphérique et la sphéricité. Et là, plus loin, sphéricité. C'est-à-dire que globalement, on a l'organisation d'une différence entre le global et le local. Il faut pouvoir penser comme ça. Oui, mais disons que... Est-ce que c'est le global qui est plus inaccessible que le local ou l'inverse? Parce qu'il y a forcément... Bah, ce global est plus inaccessible. Ouais. C'est comme ça qu'a priori les gens... Quelqu'un qui ne connaît pas une bande de Möbius, vous lui montrez, vous demandez combien il y a de faces, tout le monde dit 2. Ce qui sera vrai localement. C'est pas diaphane, etc., comme j'ai tendance à dire. Il y a bien 2 faces, avec du papier, on ne se trompe pas. Il faut la structure de la globalité, la prise en compte globale de la structure pour dire que c'est asphérique. Et rendre compte de la coupure. Sinon... Donc, l'indiscernable et la différenciation se jouent dans cette paire ordonnée entre global et local. Donc là, je considère que l'opposition est prise dans l'identité. Une question de dessin. Peut-être que j'ai tort de dessiner le plan projectif de cette façon. C'est à réfléchir. Hein. Mais la séparation du global et du local, elle n'est visible que sur le schéma. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui parlent de variété topologique comme des plans projectifs sans aucun schéma quand même, qu'ils font avec des écritures uniquement algébriques, qu'ils font avec des définitions, et qui vont passer d'une manière syntactique d'un point de départ à une construction d'un plan projectif sans schéma, sans rien. Donc c'est visible si vous savez décrypter les écritures mathématiques en question. Alors, il faut un peu d'accoutumance. Mais c'est pas visible au sens du visuel. C'est entendable, si je puis dire. Saisissable. Bon, à chaque fois,
la langue est ontologique. Donc, de toute façon, elle nous induit en erreur. Là, pour éviter visible, je sors entendable, et pour éviter entendable, je sors saisissable. Vous voyez, de toute façon, tout ce qui est noétique se fonde de conception fonctionnelle entièrement établie sur des objets. Et puis, quand j'avais fait une année entière sur la définition de que peut être une fonction, j'avais bien vu qu'en mathématiques, il n'y a pas de définition d'une fonction, véritablement. Il y a 50 approches, mais pas de définition. Et les gens utilisent les fonctions sans exactement en avoir la définition. À en croire les textes sur lesquels je m'étais fondé. Hein. Moi, je ne suis pas forcément fondé à critiquer les insuffisances mathématiques. Donc, est-ce que le template est une structure d'organisation du vide? Ben oui. Le template tel que je l'utilise, c'est ce qui rend compte, par le lien qu'il constitue entre ce qui est opposable et identifiable, donc le template, comme asphérique, rend compte de ces éléments qu'on cherche à cerner dans leur opposition et leur identification. Donc il y a un passage d'un élément à l'autre. Et c'est comme ça que la coupure freudienne fonctionne. C'est comme ça que je dis que la Spaltung de Freud fonctionne comme ça. Et que entre ce qui est obligation et interdit, il y a un template très pratique pour obtenir ce qui soutient le sujet existentiellement à un niveau, je ne voudrais même pas dire corporel, donc dans son orgasme, dans sa fonction phallique, c'est le fétiche. Le fétiche, c'est un template. Le fétiche rend compte de la satisfaction de l'obligation pulsionnelle et paye aussi son tribut à l'interdit familial et social. Un point tel que personne d'entre nous ne se masturbe en public. Quand je suis avec des autistes, s'il y en a un qui se masturbe, publiquement, il se fait reprendre par les éducateurs, plutôt les éducatrices. Je parle d'autistes qui ont quasiment 20 ans. Donc c'est une structure d'organisation du vide, ça oui, tant plus. Il faut bien s'entendre sur ceci. Je continue de galoper sans qu'on précise les choses. Moi je dis que la structure meubienne, c'est un mode d'organisation du vide, que au niveau de cette obligation, de ce Zolon kantien, je suis en train de parler d'un vide opératoire, fonctionnel, qu'une fonction d'intention, hein, et qui est au travers d'une fonction d'intention récursive, qui est au travers de son identité à ce qu'est sa mise en jeu imprédicative, rend compte de prédicativité ontologique. Enfin, en général, je les situe au niveau du bord pour bien dire que imprédicativité et prédicativité sont en continuité. Quand je dis en continuité, c'est un peu mieux que de dire identifié. Ou alors, il faudrait avoir aussi comme Lacan joue sur les mots, c'est un peu difficile, une théorie de la séparation qui puisse rendre compte et de la séparation, c'est pas pour rien peut-être que Lacan joue sur ces mots, c'est pas pour foutre ses lecteurs dedans, si je puis dire. Donc à la fois, les éléments opposés sont séparés, et en même temps, ils s'engendrent dans leur mise en continuité, et l'un et l'autre, et récursivement et ontologiquement. Donc le langage comme ontologique est fondé à insister sur l'objectification des fonctions. Et c'est à nous de rappeler que derrière cette idéologie linguistique, les fonctions existent et que ça n'est pas un contenu de discours dans l'analyse déterminant, c'est parce que ça vise objectivement comme contenu de discours, ce ne sont pas les propositions tenues. On ne va pas discuter comme ça du bien fondé du discours d'un analysant dans le contenu du discours. C'est que parlant, et c'est toute la question de la parole que Lacan va développer
Et je prendrai le temps qu'il faut pour... donc je vais déplacer sûrement le programme que j'ai envoyé pour février. Donc Lacan va parler de la parole. Bon, il met une majuscule dans la subversion du sujet. Enfin, je pense qu'on peut se passer de majuscule. La parole, ça n'est qu'une fonction qui n'est pas repérable. C'est une structure d'échange. Ça rejoint Marx, qui explique en quoi la structure d'échange, la valeur d'échange,